I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le cessez-le-feu à Gaza est à peine entré en vigueur et les premiers prisonniers palestiniens libérés que des colons ont incendié des villages palestiniens, protégés en cela par l'armée d'occupation qui quadrille de fait le territoire palestinien. Pendant plus de 15 mois, les Palestiniens de Gaza ont subi un déluge de feu, y compris après l'annonce de la trêve, d'une véritable entreprise d'extermination d'enfants, de femmes et d'hommes, maintes fois déplacés, vivant dans le dénuement le plus total, mourant de faim et de maladie. On espère qu'aujourd'hui est vraiment le dernier jour de la guerre et on espère qu'il n'y aura pas de violation du cessez-le-feu. Les gens sont fatigués. Nous sommes fatigués par les déplacements, par les maladies, par la faim. Avec nous en ligne à partir de Doha, Dr Majed Al-Ansari, merci d'accepter notre invitation. Dr Majed Al-Ansari, je rappelle que vous êtes conseiller auprès du Premier ministre et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères. Dr Majed Al-Ansari, vous avez déclaré que les efforts consacrés au cessez-le-feu à Gaza se poursuivent et que les détails de cette seconde phase sont en cours de négociation. Avez-vous finalisé ce processus? دكتور ماجد الأنصاري، أعلنت دولة قطر أن جهود الوساطة مستمرة لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأشرتم كذلك أن تفاصيل المرحلة الثانية تخضع للنقاش. À présent, nous sommes de plein pied dans la mise en œuvre des engagements de la première phase de l'accord. Cette étape est constituée de nombreux détails. Les pourparlers relatifs à la deuxième phase débuteront le 16e jour de l'application du présent accord. Vous avez indiqué, Dr Majed Al-Ansari, apprécier l'implication de l'administration du président Donald Trump dans les négociations concernant Gaza. Comment ou de quelle nature est cette, on va dire, cette collaboration? أعربتم دكتور ماجد الأنصاري عن تقدير دولة قطر لانخراط إدارة دونالد ترامب في المفاوضات. كيف كان تدخل الإدارة الحالية الأمريكية؟ حقيقة ومنذ اليوم الأول En vérité, et dès le premier jour de l'implication ou de l'intervention de l'administration transitoire dans le cadre des négociations, nous avons constaté une véritable avancée. Les déclarations du président Trump étaient claires. Parvenir à un accord avant son entrée à la Maison-Blanche, cela a bien évidemment été accompli outre l'intervention de Trump grâce à l'envoyé du président américain au Moyen-Orient, en l'occurrence, M. Steve Witkoff. Ce dernier, depuis Doha, a pris contact avec le gouvernement israélien. Ces efforts ont permis de conclure ce deal. C'est pourquoi nous considérons à juste titre cette collaboration et nous nous attelons à mener à bien cet accord. Il est dit que c'est cette collaboration, ou en tout cas l'appui de l'administration actuelle qui a conduit à ce cessez-le-feu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? يقال بأن إدارة ترامب هي التي أدت إلى تطبيق وقف إطلاق. هل هذا الخبر صحيح بأكمله؟ En vérité, et dès le premier jour de l'implication ou de l'intervention de l'administration transitoire dans le cadre des négociations, nous avons constaté une véritable avancée. Les déclarations du président Trump étaient claires. Parvenir à un accord avant son entrée à la Maison-Blanche, cela a bien évidemment été accompli outre l'intervention de Trump grâce à l'envoyé du président américain au Moyen-Orient, en l'occurrence, M. Steve Witkoff. Ce dernier, depuis Doha, a pris contact avec le gouvernement israélien. Ces efforts ont permis de conclure ce deal. C'est pourquoi nous considérons à juste titre cette collaboration et nous nous attelons à mener à bien cet accord. Il est dit que c'est cette collaboration, ou en tout cas l'appui de l'administration actuelle qui a conduit à ce cessez-le-feu.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'intervention de l'administration transitoire et les efforts déployés par M. Witkoff dans ce cadre ont eu un impact des plus significatifs. Il ne fait aucun doute que ces négociations, qui ont duré 460 jours, ont été jalonnées de nombreux obstacles entravant l'aboutissement du deal. Cependant, au cours des 2 dernières semaines, nous avons constaté une intensification notable du rythme des négociations et une acceptation par les parties au conflit, notamment israélienne, ce qui est indéniablement lié à l'intervention du président Trump. Dr Majed Al-Ansari, conseiller auprès du Premier ministre et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères, vous avez renouvelé la position de l'État du Qatar, une position ferme, comme vous l'avez qualifiée, sur la question de la normalisation avec Israël, disiez-vous, soulignant la position de Doha, rejetant toute normalisation avant de parvenir, expliquez-vous, à une solution juste et globale de la question palestinienne. C'est une position inaliénable. Dr Majed الأنصاري، جددتم موقف دولة قطر من قضية التطبيع مع إسرائيل، وأكدتم موقف دوحة الرافض لأي تطبيع قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كيف أخذ هذا الموقف من الطرف الآخر؟ Telle a toujours été la position de l'État du Qatar, une position simple et claire stipulant que toute normalisation avec Israël hypothèque la résolution de la cause palestinienne. Toutefois, nous ne nous préoccupons nullement des positions des autres États à cet égard. Nous avons réitéré à maintes reprises à l'occupant israélien que la solution à 2 États représente la voûte d'or pour son existence dans cette région de manière acceptable pour les 2 parties, tant au niveau populaire que politique. Docteur Majed Al-Ansari, êtes-vous satisfait du degré d'application de l'accord de cessez-le-feu? هل أنتم راضون عن مستوى تنفيذ الصفقة والالتزام الطرفين بها؟ À ce jour, il n'existe aucune divergence majeure concernant l'exécution de l'accord, en ce sens que les termes sont respectés tels qu'il a été convenu. Preuve à l'appui, plus de 2500 camions d'aide sont entrés à Gaza. L'échange des détenus a également été réalisé conformément à ce qui a été prévu, et des négociations sont actuellement en passe pour un échange supplémentaire prévu samedi prochain. Le défi majeur de cette phase surviendra le 16e jour, date du début des négociations sur la 2e phase. Mais de manière générale, nous sommes satisfaits du niveau de mise en œuvre de l'accord et nous œuvrons à travers la cellule opérationnelle à la réussite de ce processus. Il y a eu tout de même des violations de la part d'Israël. كان هنالك خرق من طرف الجانب الإسرائيلي فيما يخص الهدنة. تم قنص فلسطينيين من طرف القوات الاحتلال الإسرائيلية. Tous ces incidents sont gérés au sein de la cellule opérationnelle. Nous veillons à faire aboutir un cessez-le-feu. Du coup, les incidents sont signalés à la partie négociatrice qui contacte immédiatement l'autre partie. Par la suite, un cessez-le-feu est imposé sans délai ni escalade supplémentaire. Certes, nous déplorons profondément que de telles situations ciblant notamment nos frères palestiniens puissent survenir. Cependant, nous continuerons à œuvrer inlassablement pour la pérennisation de la trêve et le maintien du cessez-le-feu. Oui, mais il y a tout de même eu violation, nous tenons à le préciser. Docteur Majed Al-Ansari, pouvez-vous nous confirmer la coordination entre le Qatar et les États-Unis pour le contrôle du passage ou du corridor de Nazarim? هل فعلا سيتم التنسيق بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على ممر نازاريم دكتور ماجد الأنصاري؟ Ces détails ne sont pas discutés actuellement dans le cadre de l'accord. Notre priorité demeure la mise en œuvre de la première phase de l'accord, qui porte sur l'entrée des aides humanitaires et l'échange des détenus. Les aspects techniques concernant les mouvements des forces d'occupation israéliennes, ainsi que les déplacements du sud vers le nord, seront annoncés en temps voulu. بعد ربما المرحلة الثانية من الاتفاق دكتور ماجد الأنصاري.
Les développements relatifs à la mise en œuvre de la première phase, notamment en ce qui concerne le retour des Palestiniens du sud vers le nord pour regagner les lieux dont ils ont été déplacés, sont inclus dans cette phase. Seulement, les détails seront communiqués en temps opportun. إذا سمحت دكتور ماجد الأنصاري سؤال جانبي إذا سمحت. D'un autre côté, le Qatar annonce l'état d'avancement couronné de succès au sujet d'échanges de détenus entre les États-Unis et l'Afghanistan. إذا سمحت طبعا دكتور ماجد الأنصاري، من جهة أخرى تعلن قطر عن نجاح عملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان. هل بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال؟ Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État du Qatar visant à favoriser les pourparlers entre les deux parties, des efforts qui se sont étendus sur plus de 2 ans et demi pour aboutir à la libération de 2 détenus américains contre un détenu afghan aux États-Unis. Il s'agit là du fruit de nombreuses négociations et des efforts de médiation menés par le Qatar, qui est impliqué d'ailleurs aujourd'hui dans plus de 10 dossiers distincts, notamment celui de la question palestinienne et celui de l'Afghanistan. Nous espérons que cet accord constituera un point de départ positif pour renforcer le rôle du Qatar en faveur de l'Afghanistan, en contribuant à résoudre de nombreuses problématiques et en facilitant le dialogue entre la communauté internationale et le gouvernement intermédiaire afghan. Donc, ce sera ma dernière question. Il y a une coordination, on va dire une collaboration étroite entre le Qatar et les États-Unis d'Amérique. إذن هنالك تنسيق وطيد ما بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. Sans le moindre doute, le partenariat stratégique entre le Qatar et les États-Unis a eu un impact considérable sur de nombreux dossiers internationaux. Il a notamment permis de conclure l'accord visant à mettre fin à la guerre en Afghanistan, sous la première administration Trump, de même qu'il a favorisé les récents accords entre l'Iran et les États-Unis, ou encore la désescalade entre l'Iran et Israël, et la médiation ayant conduit à cette trêve même à Gaza. Ces efforts se poursuivent et le partenariat stratégique entre les deux nations demeure solide. Le Qatar se félicite de cette alliance et de ses résultats positifs qui se traduisent d'ailleurs par l'établissement de la paix dans la région et à travers le monde. دكتور ماجد الأنصاري، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. شكرا. شكرا لاستضافتك. Majed Al-Ansari est conseiller auprès du Premier ministre qatari et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères, et il était avec nous à partir de Doha. Au moins 10 Palestiniens ont été tués et près de 40 autres blessés par les forces d'occupation lors d'incursions dans le camp de Jénine, en Cisjordanie occupée, où plusieurs frappes aériennes ont eu lieu, soutenues par des drones, des hélicoptères et des bulldozers blindés. Une attaque qui intervient 3 jours après le début d'un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est dans ce contexte que l'entité menace d'appliquer une loi interdisant toute activité de l'UNRWA, dont l'objectif est de rendre illégales ces activités. Philippe Lazzarini, commissaire des Nations Unies, rappelle l'importance de l'agence qu'il dirige. Il n'existe absolument aucune autre agence de l'ONU orientée vers ce type d'activité. Aucune agence de l'ONU ne dispose d'un effectif de 15 000 enseignants, par exemple. Et il faut suivre le programme scolaire du pays où l'on se trouve. Dans la soirée du mardi 21 janvier, Channel 13, l'une des principales chaînes de télévision sionistes, a relancé la polémique autour de l'UNRWA. Avec nous en ligne, Monsieur Jonathan Fuller. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes responsable de la communication et porte-parole de l'UNRWA. Monsieur Jonathan Fuller, comment comptez-vous vous protéger contre cette machine médiatique ? Si vous évoquez les dernières allégations suite à la libération des otages israéliens, de telles allégations sont effectivement graves et nous demandons que toute partie, tout individu qui aurait des preuves puisse nous les fournir pour qu'on puisse comprendre la nature des allégations. Mais je dois dire que c'est très très flou.
parce que c'est que des bribes dans les médias, quelques allégations des autorités israéliennes, mais nous sommes dans une situation très très problématique et c'est pas la première fois que nous avons été confrontés par des accusations dans le conditionnel et que nous n'avons pas reçu quoi que ce soit comme preuve afin d'en venir au bout pour savoir ce qui serait passé ou pas. Depuis le début de la guerre à Gaza, nous avons vu à répétition un manque de respect pour le droit humanitaire international. Les lieux protégés par le drapeau des Nations Unies et par le droit humanitaire international ont été frappés à répétition, directement ou à côté, avec des centaines de tués et des blessés aussi, parmi les personnes qui ont cherché abri. Mais je dois souligner aussi que nos écoles ont été transformées en abris d'urgence au début de la guerre. Oui. Et ils sont surchargés de population, il y a des gens aux alentours. Et par endroits, notamment dans des poches dans le nord de la bande de Gaza, nous avons effectivement perdu contrôle, c'est pas exactement le mot, mais nous avons dû partir, nos équipes ont dû partir, et la gestion de ces abris n'était pas faite par l'UNRWA, par exemple. Les gens y habitaient. C'est tout. Donc, on est dans une situation extrêmement floue. Le flou a été entretenu souvent pour pouvoir faire des allégations contre l'UNRWA pour endommager ce qui est l'agence principale dans l'aide humanitaire pour les Gazaouis. L'interdiction des activités de l'agence en Palestine, faite en octobre 2024, doit entrer en vigueur à la fin de ce mois de janvier. Quelles mesures comptez-vous engager, Monsieur Jonathan Fuller? Quelles mesures compte engager l'UNRWA? Nous, et en fait, tout le système des Nations Unies est dans un flou total pour l'instant. Nous ne savons pas du tout quelles sont les intentions des autorités israéliennes pour mettre en œuvre ces lois qui ont été adoptées fin octobre et qui effectivement interdiraient les activités de l'UNRWA sur ce qui est considéré comme le territoire souverain d'Israël. Et là, précisément, à Jérusalem de l'Est, qui, aux yeux du droit international, le Cour international de justice et d'autres instances, reste un territoire occupé. Bien sûr. Pour ça, on peut savoir qu'on risque une interdiction totale des activités. Et là, on parle de la scolarisation de centaines d'élèves, les rendez-vous médicaux pour des milliers de personnes qui sont en fait les personnes en détresse économique. Donc, ça, c'est le grand risque. Par la suite, l'autre loi fait que il y a une interdiction de contact entre des autorités israéliennes et les membres de l'UNRWA ou bien les personnes qui représentent l'agence, qui travaillent de la part de l'agence. Faisons que nous ne pourrons pas, par exemple, faire ce qu'on appelle la déconfliction avec l'armée israélienne, les autorités israéliennes, interdiction d'opérer, de circuler, et on risque l'écroulement total de l'opération humanitaire dans la bande de Gaza, précisément au moment que c'est important de saisir l'opportunité de l'augmenter. Mais les mesures qu'on doit prendre, c'est très très difficile parce que nous ne savons pas encore quelle sera la mise en œuvre. Et là, c'est inacceptable de se trouver dans une telle situation. Précisons à nos auditeurs que ce sont 650 000 enfants palestiniens qui sont scolarisés dans les établissements tenus par l'UNRWA, Monsieur Jonathan Fuller. Si on parle de la bande de Gaza, il y a 650 000 enfants environ qui n'ont pas été scolarisés depuis le début de la guerre. Oui. Nous sommes responsables de la scolarisation d'à peu près la moitié, un peu plus que la moitié de ces enfants. Mais évidemment, nous nous tenons prêts à pouvoir redémarrer l'éducation au moment que ce sera possible. Le problème, c'est que maintenant, nous sommes confrontés par le risque que notre système d'éducation ne puisse pas redémarrer et que cette opportunité offerte par le cessez-le-feu ne puisse pas être saisie totalement. Monsieur Jonathan Fuller, responsable de la communication et porte-parole de l'UNRWA, aujourd'hui vous n'êtes plus en territoire occupé palestinien, vos locaux ont été déplacés pour les raisons que vous évoquiez préalablement. J'aimerais avec vous revenir sur la situation qui prévaut en Cisjordanie également. L'UNRWA indique qu'en Cisjordanie, le camp de Jenin est presque inhabitable. Le camp compte 2000 familles déplacées depuis la mi-décembre. Face à la réalité qui sévit à Jenin, comment agissez-vous et quels sont les éléments d'information dont vous disposez? Dans ce genre de situation, et c'est une situation très très malheureuse pour la population, nous basculons plus vers notre vocation humanitaire. Nous devions pouvoir continuer et redémarrer nos services publics, c'est-à-dire le système de santé, l'éducation, en Cisjordanie, et notamment dans ce camp de Jenin. Nous sommes dans une situation depuis plusieurs jours où il y a des incursions avec les armes lourdes et les frappes de l'air par les forces israéliennes. Ça en rajoute en fait, et ça rend encore plus désespérant
la situation de la population. Mais je tiens à préciser aussi, c'est que pour l'instant, nous continuons nos opérations en Cisjordanie, aussi à Jérusalem de l'Est, parce que nous avons réduit nos effectifs à Jérusalem de l'Est, dans nos bureaux là-bas, mais nous n'avons pas fermé du tout pour l'instant. En partie parce que nous ne savons pas encore ce qui va se passer en fin du mois, si la loi israélienne sera mise en œuvre ou pas, mais aussi parce que nous avons une vocation, nous avons un mandat de l'Assemblée générale des Nations unies depuis des décennies pour faire notre travail. Et c'est pas la décision d'un pays membre des Nations unies qui puisse défaire ce mandat. Donc nous continuons, nous y restons et évidemment nous risquons de devoir s'adapter à une nouvelle situation, mais nous continuons, nous ne baissons pas les bras. Est-ce que votre mission ne sera pas un peu plus difficile avec l'arrivée de la nouvelle administration aux États-Unis? Cette nouvelle administration, celle de Trump, dit ne pas avoir l'intention de contraindre, indique-t-elle, Israël à travailler avec une organisation parlant de l'UNRWA, rajoutant aussi problématique. Effectivement, sans commenter la politique des États membres des Nations Unies, parce que ce n'est pas notre vocation. Nous voyons que la situation, il y a une incertitude effectivement dans la situation avec une nouvelle politique. Mais nous appelons toujours, nous soulignons toujours que nous avons un énorme soutien des autres pays membres des Nations Unies. Par exemple, un soutien politique, économique, financier des pays de l'Europe. Pas tous, mais beaucoup. Le scénario est compliqué, effectivement, mais ce n'est pas la première fois que nous avons rencontré des scénarios compliqués. C'est juste que cette fois-ci, c'est encore plus que d'habitude, disons. Mais nous avons l'habitude dans ce sens-là. Cela peut être un peu paradoxal quand nous risquons l'écroulement de nos opérations, mais nous sommes bien rodés dans la difficulté, malheureusement. Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, a affirmé au Conseil de sécurité n'avoir reçu aucune directive de reprise des activités en Palestine occupée. Il a rajouté démanteler l'UNRWA maintenant en dehors d'un processus politique porterait atteinte à l'accord de cessez-le-feu. Effectivement, comme dit notre commissaire général, nous avons aucune visibilité sur ce qui va se passer avec la mise en œuvre de la loi et nous sommes dans une situation où nous devions pouvoir augmenter l'aide humanitaire, les opérations humanitaires sur le terrain. Nous réussissons. D'ailleurs, nous avons réussi à faire entrer dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu assez de nourriture pour nourrir 1 million de personnes. C'est quand même en dépit des difficultés, de la guerre. En dépit des difficultés. Énormément de difficultés, mais quand même une fenêtre de possibilités est ouverte et nous le saisissons. Mais c'est absolument pas ce moment critique que nous devions se trouver dans une situation où la guillotine risque de tomber sur notre travail dans une semaine, en fait. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Nous espérons quand même que tous les pays du monde se rendent compte que ce que nous prêtons à vivre et peut-être la chute vertigineuse de l'aide humanitaire en dessous de ce qui s'était passé pendant la guerre va arriver et que du coup, l'opération humanitaire sera finie. Nous espérons que votre appel sera entendu par les parties concernées et que des démarches positives soient prises pour que le travail des agences humanitaires en Palestine de façon particulière et plus globalement puisse se poursuivre dans des meilleures conditions et en dehors de toute, on va dire, de tout calcul politique. Monsieur Jonathan Fuller, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable de la communication et porte-parole de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Fuller. Je vous remercie. Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis ce lundi 20 janvier. À peine investi, le chef d'État a signé une kyrielle de décrets. L'un d'entre eux permet la grâce de plus de 1500 personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. L'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a multiplié les décrets dans la foulée de son investiture et a annoncé le limogeage de 4 responsables gouvernementaux nommés par son prédécesseur Joe Biden. À peine investi, Donald Trump a promis de reprendre le contrôle du canal de Panama. D'autre part,
ou sur un autre plan, sur le plan des échanges et des relations économiques. Le locataire de la Maison-Blanche promet de mieux, sinon plus, se dit-il, exploiter le potentiel énergétique de son pays. Les États-Unis vont être une nation manufacturière à nouveau. Et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière n'aura jamais, à savoir la plus grande quantité de pétrole et de gaz au monde. Et nous allons nous en servir. Nous allons faire baisser les prix. Nous allons remplir nos réserves stratégiques. Et nous allons exporter de l'énergie américaine aux quatre coins du monde. Avec nous en ligne, Monsieur Jonathan Turach. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes ancien diplomate américain, auteur de l'ouvrage « Comment comprendre la politique américaine ». Monsieur Jonathan Turach, vous avez suivi les discours d'investiture du président Donald Trump, suivi également les différentes décisions qu'il a prises. Comment appréciez-vous ce qui a été engagé par l'actuel locataire de la Maison-Blanche? Il y en avait deux discours. Le premier qu'il a donné officiellement, c'était écrit pour lui. C'était donné dans un ton terne et monotone, officiel. Après, il y avait le discours non officiel, Trump qui parlait dans sa façon désorganisée, avec des répétitions, des demi-vérités. Sur l'autre côté, il y a Trump qui fait des annonces terrifiantes. Par exemple, il va prendre le Panama Canal parce que c'est contrôlé par la Chine, etc. Le problème avec Trump, c'est qu'on ne sait jamais s'il va faire des choses comme ça ou pas. Sur l'autre côté, la politique américaine est tellement institutionnalisée en loi, en long terme d'intérêt national, en inertie en anglais, que c'est très difficile de changer. Par exemple, la politique, dans une certaine mesure, par exemple, son soutien pour l'ordre présent dans le Moyen-Orient, par exemple, soutenir l'idée de deux États, la solution des deux États, ça, il veut pas. À la fois, il essaie de normaliser les relations des États du Golfe avec Israël. C'est certainement motivé par à la fois son attraction à Netanyahou et son désir de faire du commerce avec les États du Golfe. Malheureusement, le processus exclut les Palestiniens. Il dit qu'il veut faire de la paix. Il réclame déjà le crédit pour les otages, mais son billet est définitivement en faveur de Netanyahou et d'Israël. Toutefois, cette solution qui exclut l'État palestinien ne va-t-elle pas un peu exacerber les tensions? J'imagine, oui, c'est logique. C'est logique. Un autre point qui pourrait nous intéresser en matière de politique étrangère, il s'agit des relations avec le reste du monde et notamment certains pays de l'Amérique latine. Comment envisagez-vous les futures relations avec cette partie du monde? Au sujet de l'Amérique latine, dans sa première administration, Trump a pris une position très confrontationnelle avec beaucoup de l'Amérique latine, avec une rhétorique très offensive, par exemple, contre le Mexique et le Pérou au sujet des migrations et des trafiquants. Oui. Par exemple, le Pérou et le Brésil sont beaucoup plus proches à Chine dans le commerce et dans la politique. Le Panama, qui se sont maintenant menacés directement au sujet du canal. À la fois, ils cherchent des partenaires dans la région qui sont alignés avec ces points de vue d'extrême droite, comme l'Argentine et El Salvador. Certainement, c'est un virage extrême, mais il faut dire la politique américaine. Pas tout l'électorat a voté pour Trump. Finalement, même pas la majorité. Il a gagné. Il a gagné avec 49,8% de l'électorat et Kamala Harris a perdu avec 48,3%. Il y avait 90 millions d'électeurs qui ne sont pas votés. Qui se sont abstenus. Absolument. Pour plusieurs raisons. Désillusion avec les deux candidats, Gaza, l'économie, et puis un problème très sérieux aux États-Unis, le manque d'éducation civique dans nos écoles qui amène à un manque de conscience civile et d'apathie. Justement, Monsieur Jonathan Turach, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Comment comprendre la politique américaine ». Alors, comment comprendre le fait que les Américains aient voté pour Donald Trump? Vous disiez qu'il y a une multitude de facteurs. Donc, au final, les Américains souhaitent que Trump adopte la politique dont il a énoncé les principaux axes pendant son investiture. Attention,
comme je viens de dire, ce n'était pas tous les Américains, c'était 49,8% des électeurs, pas même 48,9% des gens qui ont voté. Encore, il était élu légitimement par une majorité des gens qui ont voté, mais pas par une majorité de la population. Je devais préciser ça parce que nous sommes une grande population. Les partisans dévoués de Trump viennent en deux catégories. Ceux qui votent pour un agenda libertarien où il n'aura pas besoin de payer des impôts ou avoir des réglementations gouvernementales, ce sont plutôt des gens avec des moyens. Et puis, la petite population blanche et de classe moyenne et de classe ouvrière des villes rurales, essentiellement travailleurs chrétiens, qui se sont menacés par l'immigration, par une démographie qui change avec des races différentes, des ethnies différentes, des langues et des religions différentes, et aussi avec des mœurs qui changent dans le temps moderne. L'avortement, le droit aux homosexuels, les vaccinations. Donc, ils se sont menacés. Ils veulent un retour aux années 50, peut-être. Lors de son discours d'investiture, Donald Trump a amené la totalité de sa famille, accompagné de leurs enfants. Donc, le symbole même de ce que était la famille américaine dans les années 50, c'est la démonstration qu'il a voulu en faire. C'est-à-dire que chaque élection, tous les candidats qui gagnent font la même chose. Il y a toujours, aux États-Unis, c'était très américain de faire ça. C'est très américain de faire ça, de mettre tout le monde devant le caméra comme ça. Ça fait partie de la tradition. L'état d'urgence a été décrété à la frontière avec le Mexique et 1 million d'expulsions a été promis. Retrait de l'OMS. Donald Trump a multiplié les décrets dans la foulée de son investiture. Il a également limogé 4 responsables gouvernementaux nommés par Joe Biden. À peine investi, il a promis de reprendre le contrôle du canal de Panama, construit par les États-Unis et transféré au Panama en 1999. De quels États-Unis rêvent les Américains aujourd'hui, Monsieur Jonathan Turrak? Encore. Il est élu par moins de 50% des Américains. Et je pense pas que certainement ces gens-là n'ont pas eu la vision de renommer le Golfe du Mexique, le Golfe d'Amérique et de reprendre le Panama Canal et le Groenland. On sait jamais avec lui. Il raconte des choses, il pousse. S'il peut pousser, il pousse encore. S'il y a une barrière, il prend une autre façon d'attirer l'attention. Pour sa base qui est peut-être 30% de la population, qui certainement voudrait voir une Amérique du temps jadis, quoi. Je rappelle, Monsieur Jonathan Turrak, que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Comment comprendre la politique américaine ». Les États-Unis ont été construits du fait de millions d'immigrés étrangers, notamment venant d'Amérique latine. Il y a un état d'urgence qui est décrété aujourd'hui avec le Mexique. Des millions sont expulsés. Quel pourrait être l'impact de cette décision, Monsieur Jonathan Turrak? Ça va être un désastre. Et je dois dire que je suis petit-fils de 2 immigrants. L'expérience de mes grands-parents était la même expérience des immigrants n'importe où dans le monde. Il faut dire aussi que, pour préciser la relation avec l'Amérique latine, que l'Amérique du Nord était découverte par les Espagnols. Absolument. Et le Sud-Ouest, le Texas jusqu'à la Californie, a été espagnol démographiquement pendant longtemps. Il y a une longue histoire très compliquée, on n'a pas le temps de tout raconter ça, mais démographiquement, par exemple, les États d'Arizona et Nouveau-Mexique, certainement le Nouveau-Mexique, il y a plus de noms espagnols que de noms anglo-saxons. Mon nom n'est pas anglo-saxon non plus. C'est-à-dire que on a eu la possibilité en juin dernier de passer une loi très claire pour l'immigration, pour améliorer les choses, parce que notre économie, spécialement l'agriculture, mais l'économie de chantier, l'agriculture, d'hospitalité et de soins, c'est basé sur l'immigration. À cause du manque d'un bon système de loi, beaucoup de cette immigration n'est pas légale. Ce ne sont pas tous des trafiquants et des criminels, ce sont des gens qui veulent travailler. Absolument. Et on a besoin, parce que, par exemple, il y a 10 ans, quelque chose comme 10 ans, dans l'État de Géorgie, ils ont banni les illégaux des champs des fermiers et ils ont perdu toute une récolte. Des millions de dollars, centaines de millions de dollars. On a besoin du cadre légal pour accepter cette immigration, parce que ce sont les boulots que les Américains ne prennent pas.
En Géorgie, ils ont découvert que les Américains ne voulaient pas se lever à 4 heures du matin pour travailler 10 heures dans les champs. Ça va faire un désastre dans l'agriculture, dans les chantiers et dans d'autres industries. S'il réussit à déporter tous ces gens, ça va faire un désastre économique et ça va refléter sur lui et sur son parti. Monsieur Jonathan Turok, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes un ancien diplomate américain, je tiens à le préciser, auteur de l'ouvrage « Comment comprendre la politique américaine », un ouvrage que nous recommandons vivement à nos auditeurs. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. C'était mon plaisir. Merci tout partagé. South African Gerco van de Venter, who was abducted in Libya in November 2017, is now free. Le 5 décembre, nous avons reçu un appel d'une personne. On ne savait pas du tout qui c'était. En plus, ça venait de Mauritanie. Alors que nous n'avons jamais eu affaire à la Mauritanie. Nous sommes uniquement passés par le Mali et le Niger. Lors de cet appel, cette personne nous dit qu'elle travaille à la libération de Herco. Nous étions très surpris et nous ne savions pas quoi dire. La nuit dernière, la sécurité d'État sud-africaine nous a appelés pour nous prévenir qu'eux-mêmes avaient été appelés par la sécurité d'État algérienne qui leur a dit que Herco était avec eux et qu'ils étaient en train de le transférer à Alger. La libération de l'otage espagnol enlevé mi-janvier dans la zone frontalière algéro-malienne nous renvoie à une autre prise d'otage, celle du Sud-Africain de 48 ans, Gerco van de Venter, enlevé en Libye en novembre 2017, puis transféré au Mali, libéré à l'issue de plus de 6 ans de détention. D'intenses négociations pour la libération du Sud-Africain avaient été menées au cours des premières années après son enlèvement. Avec nous pour en parler, à partir de Pretoria, Monsieur Gerco van de Venter, merci d'accepter notre invitation. Monsieur Gerco van de Venter, pouvez-vous nous remettre dans le contexte de l'époque? Mr. Gerco van de Venter, can you put us in context, please? I went to Libya to go and work at a construction site where they were busy building. Je me suis rendu en Libye pour travailler sur un site de construction où on construisait une centrale électrique en tant qu'ambulancier et dès le premier jour, sur la route vers le site de construction, mon véhicule a été attaqué et je fus emmené de force par une milice armée. Vous avez été transféré au Mali par vos ravisseurs. À l'instant, vous nous racontiez dans quelles conditions votre enlèvement s'est produit. Vous avez été transféré au Mali par vos ravisseurs. Comment s'est déroulé le transfert? You were transferred to Mali by your captors. How was the transfer carried out? Initially, I was kidnapped by a Initialement, j'ai été enlevé par un groupe armé qui m'avait vendu à Al-Qaïda et il m'avait emmené au Mali à bord d'un véhicule. Le voyage a duré 4 jours à travers le désert pour me conduire au Mali. Peut-on parler dans ces conditions, Monsieur Gerco van de Venter, peut-on parler d'une chaîne de complicité? Can we, in these conditions, Mr. Gerco van de Venter, can we speak of a chain of complicity? I'm not too sure about the chain of complicity. Je ne suis pas sûr de la chaîne de complicité. Je sais qu'ils avaient tous des liens de famille. Ils appartenaient au même groupe ethnique. Je n'ai pas encore toutes les informations. Quelles ont été les conditions de votre captivité? Étiez-vous en contact avec d'autres otages? What were the conditions of your captivity? Were you in contact with other hostages? Initially, I was alone for the first 3 months. Yes. Au départ, j'étais seul pendant 3 mois. Ensuite, j'étais rejoint par des ingénieurs turcs qui avaient été enlevés le même jour que moi. When they were released in 2018. On nous avait ensuite séparés en 2018, après leur séparation. À partir de là, j'étais seul au Mali. Je n'ai rencontré Olivier Dubois, le journaliste français, qu'en août 2021 et jusqu'à sa libération.
On était ensemble. Ensuite, j'ai été rejoint par Abdou Maïga, le Malien enlevé en 2023. J'ai pris soin de lui jusqu'à ma libération. Vous semble-t-il qu'il y avait une idéologie parmi vos ravisseurs? Est-ce que c'était politique ou juste pour de l'argent? Does it seem to you that there were an ideology among your captors, or was it political or just for money? It was just for money. C'était pour l'argent. Je n'avais pas d'influence politique dans la région. Le groupe qui m'avait enlevé était un groupe criminel et il demandait de l'argent. Même lorsque j'étais remis à Al-Qaïda, l'objectif était d'obtenir de l'argent car je n'avais aucune influence politique dans la région. Monsieur Gerco van Deventer, que pouvez-vous nous dire sur vos ravisseurs? Étaient-ils africains? Avaient-ils des liens avec des partis externes? Mr. Gerco van Deventer, what can you tell about your captors? Were they African? Did they have any link with external parties? No, they were all Africans. They were affiliated, all of them were affiliated with Al-Qaeda. Non, ils étaient tous africains, comme je l'ai dit. So they had the ideology. Ils étaient affiliés à Al-Qaïda et ils partageaient l'idéologie de l'organisation et il y avait peut-être d'autres partis impliqués, mais ceux à qui j'avais parlé s'identifiaient comme faisant partie d'Al-Qaïda. That my captors at that time, they were identifying themselves as Al-Qaeda. Vous êtes avec nous aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Je rappelle que vous êtes sud-africain, monsieur Gerco van Deventer. Avez-vous senti à un moment donné que votre vie était réellement en danger? Did you feel at any time that your life was in real danger? Not really. I knew that when I was taken, it's going to be for money. Pas vraiment. Je savais dès mon enlèvement que c'était pour l'argent car je n'avais aucune influence politique en Libye ou au Mali et ils prenaient soin de moi tant que je suivais les instructions et que je ne faisais rien de mal. Ils prennent soin de vous car ils veulent un retour sur investissement. Vous parliez en ce début d'entretien du journaliste français Olivier Dubois qui travaille par ailleurs au Mali, précisons-le. Olivier Dubois a été libéré en même temps qu'un autre otage, l'Américain Jeffrey Woodke, kidnappé au Niger en 2016. Mais vous êtes resté prisonnier bien que vous soyez entre les mains du même groupe. Quelles étaient les raisons selon vous, monsieur Gerco van Deventer? Selon le journaliste français Olivier Dubois, vous avez été vendu à un groupe du nord du Mali. Pouvez-vous nous en dire plus? Que s'est-il passé par la suite? Mr. Gerco van Deventer, the French journalist Olivier Dubois was released at the same time as another hostage, the American Jeffrey Woodke, kidnapped in Niger, but you remained a prisoner, although you were in the hands of the same group. What were the reasons? According to the French journalist Olivier Dubois, you were sold to a group from the north of Mali. Can you tell us more, Mr. Gerco van Deventer? Oui, en effet, on était détenus par le même groupe. Le groupe avait assuré la libération d'Olivier Dubois par un moyen dont je ne suis pas sûr. Les informations que j'ai sont celles données par la radio, donc j'ignore la raison. Je sais que la politique étrangère de l'Afrique du Sud rejette le paiement de rançon, et puis je savais que mon tour arriverait. Je ne savais pas quand, mais que ça allait venir. Quel était votre travail en Libye? What was your work in Libya? J'avais été contacté pour travailler en tant qu'ambulancier sur le site de construction. Ils avaient une clinique médicale sur le site où je me chargerais des ouvriers, ingénieurs ou toute autre personne blessée. Mais j'avais été enlevé dès le premier jour en chemin pour me rendre là-bas.
Que pouvez-vous nous dire, Monsieur Gerko van de Winter? Que pouvez-vous nous dire sur les conditions de votre libération? Est-ce qu'il y avait des indications selon lesquelles vous alliez être libéré? What can you tell us about the conditions of your release? Were there any indications that you were going to be released? J'avais reçu une notification des chefs du groupe qui me gardaient captif. Ils m'avaient informé que j'allais être libéré d'ici 2 jours. Il m'avait juste dit que je devais laver mes vêtements et être propre pour ma libération. 2 jours plus tard, ils m'ont conduit à un autre lieu où se trouvait un médiateur algérien qui est venu me chercher et m'a conduit à la frontière où m'attendaient les services de sécurité algériens et c'était un soulagement. Il me répétait que j'avais été libéré et que c'était terminé. Il y a eu une grande, quand même, lutte pour votre libération. There were a big fight for your release. As I understand, yes. Je comprends cela. Il y avait des médiateurs sud-africains qui œuvraient pour ma libération, mais en vain. Ma libération avait été obtenue par l'intervention du gouvernement algérien que je remercie. Je leur ai exprimé ma gratitude. Est-ce que c'est votre première déclaration sur un média algérien? Yes, this is my first communication that I've ever spoken to anybody from Algeria after my release. Oui, ceci est ma première intervention. Je n'avais parlé à personne en Algérie après ma libération. J'étais resté silencieux pendant mon séjour en Algérie jusqu'à ce que le gouvernement sud-africain me ramène en Afrique du Sud. Je pense que la relation entre l'Afrique du Sud et l'Algérie n'est que plus forte après cette aide apportée par le gouvernement algérien pour ma libération des mains d'Al-Qaïda et je le suis très reconnaissant. Je suis également reconnaissant au gouvernement sud-africain. Monsieur Gerko van de Winter, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Mr. Gerko van de Winter, thank you for accepting our invitation. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Shukran. Shukran lak. Merci beaucoup. Ont participé à ce programme Dr Majed Al-Ansari, conseiller auprès du Premier ministre du Qatar et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères. Jonathan Fuller, responsable de la communication et porte-parole de l'UNRWA, agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens. Jonathan Turek, ancien diplomate américain, auteur de l'ouvrage « Comment comprendre la politique américaine ». Gerko van de Winter, ancien otage sud-africain. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali, Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.